Je vous propose de commencer, donc de démarrer. Cette session d'aujourd'hui est spéciale et particulière. Elle est consacrée, j'allais dire d'une manière un peu générale, à la folie qui nous guette avec nos équipements numériques, nos smartphones, nos téléphones, nos tablettes, etc. Alors, on parlera beaucoup de nomophobie, qui est un peu, on va dire, le comportement sur lequel on se cristallise aujourd'hui, qui est quand même un peu curieux, hein. Franchement, on pourrait peut-être un peu faire un tout petit peu attention. Mais je ne parlerai pas que de ça, parce que je pense qu'on touche aujourd'hui à, à des domaines, à des zones psychologiques, à des zones comportementales qui deviennent gravissimes dans la mesure où on se fait manger par le numérique. Il n'y a pas que le téléphone, il y a les réseaux sociaux. Vous avez donc énormément, donc, on va dire, d'intérêt aujourd'hui à aller sur le numérique, mais attention, nous sommes en train de nous faire manger. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de pathologie carrément, de conséquences sur nos comportements, de ce qu'il faudrait faire. Enfin, c'est facile de dire ce qu'il faudrait faire, hein, mais ce n'est pas forcément très évident. C'est un sujet qui me paraît très grave dans la mesure où je pense que les politiques et les États, à mon sens, par manque d'intérêt, peut-être par manque de compétences, n'ont pas compris l'acuité du sujet et ce qui nous attend. Si le numérique, c'est très bien, mais si c'est pour préparer des générations d'abrutis absolus, on pourrait peut-être s'en passer. Bah bon. Donc, c'est de ça dont nous allons donc parler aujourd'hui. Et donc, je vous propose d'attaquer sur. Alors, on va parler donc d'abord, parce que tout ça, vous savez, c'est pas compliqué, hein, c'est basé sur un phénomène qui est un phénomène du siècle, hein, qui est le phénomène donc de la solitude. Euh, les gens sont de plus en plus seuls, hein. J'ai eu l'occasion souvent de dire que les technologies numériques sont faites normalement avec des réseaux qui sont de plus en plus performants, mais j'ai souvent l'occasion de dire que c'est pour des gens qui sont de plus en plus seuls, hein. Et je ne parle pas au travail, des gens qui sont seuls au travail ou chez eux. Et donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Donc on va quand même se focaliser un petit peu sur cette notion, donc on va dire, de solitude. On va regarder la dépendance numérique vue globalement, qui est liée donc à une grande fragilité. Car au fond, je pense que nous sommes des victimes très consentantes. Nous sommes éblouis par le numérique, par les smartphones, par le dernier modèle qui va arriver de chez Apple, le iPhone 16. Mais attendez, il n'y a pas que ça, hein, dans la vie, hein. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'on s'est fait un peu trop éblouir par la technologie. Je suis peut-être mal placé pour en parler, c'est vrai. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les tendances, les évolutions. Et j'ai jamais dit une seule fois dans la centaine de webinaires que j'ai eu le plaisir d'animer, je n'ai jamais dit que c'était des progrès. J'ai dit que c'était des évolutions, mais pas nécessairement des progrès. Et donc, il faut quand même se méfier. On parlera donc de nomophobie, qui est l'addiction au téléphone, hein, on verra donc de quoi il s'agit, et puis, parce qu'il faut savoir la reconnaître. Et donc, puis, pour l'admettre, parce qu'il y a des gens quand même qui ont un comportement, et regardez, ne serait-ce que dans les restaurants, enfin, deux personnes qui sont l'une en face de l'autre, qui ne se parlent pas, et qui sont sur leur téléphone, et à la limite, elles pourraient presque téléphoner. J'ai assisté un jour dans un restaurant à une scène absolument incroyable où un couple, pendant tout le dîner, ne se sont pas adressés deux mots. Et ils ont passé leur temps sur leur téléphone. Ah, c'est pas la peine qu'ils aillent donc au restaurant. Donc, quels sont les désagréments de la nomophobie? Et puis, alors, on va regarder d'un peu plus près des choses qui, moi, me paraissent très amusantes. Mais quand on y regarde un peu plus près, elles ne sont pas si amusantes que ça. C'est les pathologies réelles. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Eh bien, si, c'est vrai. On va parler donc de selfie, on va parler de la ride du téléphone, du texte net, hein, bon, la lumière bleue, on a déjà l'occasion de parler, mais c'était le moment donc de revenir, la ride donc du smartphone. Euh, je l'ai dit. Les conséquences sur la vie personnelle et professionnelle, parce que tout ça, c'est pas neutre, hein, c'est pas négatif, hein. Enfin, c'est négatif, mais c'est pas neutre en tout cas.
Quels sont les impacts possibles sur la santé? Alors, il n'est pas certain qu'on puisse définir aujourd'hui quels sont les impacts réels, parce qu'il faut du temps pour ça. Mais je pense que dans 10, 15, 20, 30 ans, on aura fabriqué des personnes qui ne dormiront plus, qui seront mal dans leur peau, qui ne pourront vivre qu'assistés par un numérique, par un téléphone, et je pense que ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux donc, à faire. Donc les conséquences, les impacts possibles sur la santé, et on terminera aussi par les réseaux sociaux, parce que alors là, c'est de la folie furieuse. Enfin, c'est quand même inouï, toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est toujours pour essayer de combler ce vide abyssal qu'il y a pour certains de nos compatriotes dans leur vie, c'est vrai, mais c'est quand même un faux remède, c'est une illusion. On a l'impression d'exister, mais c'est pas vrai. Et tout ça pour le plus grand plaisir des opérateurs tels que Facebook, Twitter donc, et les autres. Alors je vous suggérerais modestement quelques, on va dire quelques recommandations. Qu'est-ce qu'on pourrait donc faire, sachant que quand on a affaire à des générations, disons, plus jeunes, c'est peine perdue. Nos enfants ne nous écoutent pas. De toute façon, s'ils n'ont pas un téléphone, ils passent pour des demeurés auprès de leurs petits camarades. Donc, ils ne vous écouteront pas. Et donc, c'est assez, cela dit, ce n'est pas forcément une raison pour donner des téléphones à des enfants de moins de 5 ans, comme ça arrive de plus en plus souvent. Le chiffre habituel que je donne, comme toujours, alors selon les sondages qui sont assez convergents sur ce plan-là, de 30 à 70% de la population mondiale est touchée par une forme plus ou moins grave, donc de nomophobie, donc on va dire de dépendance au téléphone. Bon, alors d'abord, commençons par la solitude. Alors, au sujet de la solitude, je vous recommande donc la lecture des ouvrages et puis des documents qui ont été publiés par un chercheur de l'Université de Strasbourg en France, qui s'appelle Sébastien Dupont, qui sont extrêmement intéressants, et je me suis permis de faire quelques emprunts à ce qu'il a écrit. Alors, la solitude, je pense que c'est le drame du siècle. Et je ne parle pas nécessairement des personnes âgées, encore une fois, pour qui c'est une catastrophe épouvantable. Mais pour des gens comme vous et moi, qui avons l'habitude de rencontrer des personnes, mais on ne se parle plus. On se trouve dans une solitude absolument épouvantable. Or, pourtant, l'être humain, c'est bien ce que dit d'ailleurs Sébastien Dupont, n'est pas prédisposé donc à la solitude. Alors, il rappelle que pendant des millénaires, les communautés humaines se sont structurées autour de liens étroits qui ne donnaient pas de place aux individualités et donc à la solitude. Et il a fallu attendre, en fait, la modernité plus récente, essentiellement occidentale, pour que la solitude devienne une expérience, on va dire, accessible à tout le monde, avec des aspects toujours positifs et négatifs. Positif, évidemment, c'est la liberté de penser. On pense plus comme le groupe. Liberté de penser et de mouvement, bien sûr. L'indépendance, c'est l'intimité. Et puis des aspects très négatifs, bien sûr. L'isolement qui est subi et qui n'est pas voulu, la détresse psychologique, car il ne faut pas minimiser ça, c'est épouvantable. Quelqu'un qui se retrouve dans un isolement contraint, ça peut aller jusqu'au suicide. Et d'ailleurs, on dit que les technologies numériques ont entraîné énormément de suicides. Mais alors là, on n'en parle pas. Surtout donc, les prestataires, les dépressions, les crises spirituelles. Cet isolement fait en sorte que des gens, finalement, se tournent vers une religion, quelle qu'elle soit, pour trouver à qui parler, pour trouver un interlocuteur, pour trouver quelque chose à quoi se référer. Et donc, et ça peut se transformer d'une manière épouvantable. Bon. Quelles sont les 6 dimensions, on va dire, de la solitude? Alors, c'est une expérience qui est très complexe. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié donc, les textes de Sébastien Dupont. Alors, vous avez d'abord le sentiment de solitude qui est ressenti et qui est exprimé par les individus. Autrui est devenu inaccessible. Ça,
c'est ce que l'on connaît le mieux. Vous avez également l'expérience concrète de la solitude, c'est-à-dire le fait de se retrouver physiquement isolé. C'est essentiellement des personnes plus âgées, vous voyez, donc des personnes qui sont isolées ou qui vivent seules. Et ça, c'est également une forme grave donc, de solitude. La solitude résidentielle, hein, le fait d'habiter tout seul. L'isolement donc relationnel, c'est la carence des liens sociaux auxquels voudraient d'ailleurs remédier les réseaux sociaux, ce qui n'est pas vrai. Hein. Donc la carence des réseaux sociaux est donc souvent vécue sur une période donc assez significative, mais le manque de relationnement, le célibat. Alors, je ne suis pas ni pour ni contre, hein, mais le fait de ne pas se considérer en couple. Et c'est pas seulement vrai d'ailleurs pour les personnes isolées, les personnes donc célibataires, mais également pour des gens qui sont en couple, mais qui se comportent en fait d'une manière totalement isolée et ressentent une solitude d'autant plus grave, disent les psychologues, voire les psychiatres, que l'autre, l'alter ego, lui ne ressent pas les mêmes problèmes. Et comme on ne se parle plus, évidemment, c'est assez grave. Bon, la solitude existentielle. Donc, si vous voulez, c'est une sous-catégorie donc de ce que nous avons présenté au préalable. Hein, et le fait de ne, vous voyez, on va dire, c'est lié à une métaphysique donc et au religieux. C'est donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, à savoir donc on se replie vers des gens qui vont vous dire des choses à laquelle on va donc adhérer. Bon. Et alors, ce qui est quand même important de savoir, c'est que l'isolement donc social, eh bien, il est corrélé donc à un lien direct à une probabilité plus importante de connaître des problèmes à terme, des problèmes de santé, comme des maladies infectieuses ou cardiovasculaires, parce que nous savons pertinemment aujourd'hui qu'il y a des liens directs entre notre aspect physiologique, donc notre corps, et puis notre comportement intellectuel, le comportement psychique. Sauf que on ne sait pas très bien comment ça se passe. On sait qu'il y a des liens directs, d'ailleurs sur lesquels joue un grand nombre de gourous aujourd'hui en présentant ça d'une manière scientifique. Mais en fait, on sait que ça existe, mais on ne sait pas très bien, on ne sait même pas du tout comment ça marche, tout ça. Donc, évidemment, c'est une. Et disons, l'isolement et la solitude peut avoir, et c'est normal, peut donc avoir des comportements et des, on va dire, des conséquences sur le physique des personnes. Ça, c'est une certitude. Alors, le numérique accentue donc cet isolement, c'est certain aujourd'hui, alors qu'il a été conçu donc pour y remédier. Et je crois que c'est vraiment le grand paradoxe du XXIe siècle, hein, qui sera accentué par l'attitude de la société qui, encore une fois, j'en suis convaincu, ne se pose pas les vraies questions. Les politiques, mais passent complètement à côté de la plaque. Je veux dire, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il suffit d'ailleurs de voir comment se fait l'enseignement aujourd'hui. Enfin, c'est ahurissant et on n'en parle même pas. Bon. D'après un organisme français qui s'appelle la Fondation de France, c'était en 2023, 11 millions de personnes, c'est-à-dire 20% de plus de 15 ans, se sentent seules et 80% en souffrent, mais elles n'en parlent pas. Et donc, on est dans ce contexte-là, et évidemment, le numérique va trouver donc un terrain de développement, mais aussi d'influence souvent négative, hein, à cause de ça, à cause de ce nombre donc de personnes. Alors, toutes les populations sont concernées. On a un peu l'habitude de dire non, non, c'est uniquement les ados. Pas du tout. Ça concerne absolument tout le monde. J'ai vu dans mon entreprise où j'ai vu des gens qui manifestement étaient mal à l'aise. Et pourtant, ils participaient aux réunions, ils étaient avec nous, on leur donnait la parole, mais ils n'étaient pas là. Et ils étaient donc seuls. J'ai même assisté, j'ai eu l'occasion d'en parler parce que ça m'avait tellement marqué ça, que un de mes amis me disant au revoir un soir, qui manifestement n'allait pas bien, bah, elle m'a dit à demain, sauf qu'entre les deux, il s'est pendu. Et je pense il faut prendre ça à sa juste valeur, car c'est absolument dramatique. Hein, toutes les personnes qui sont laissées pour compte dans les entreprises, bon, elles sont là, elles sont payées, voilà, bon, on les occupe.
Mais c'est impossible à vivre ça. Impossible. Et donc cet isolement, hein, donc on se tourne vers le numérique qui ne va pas arranger les choses, hein. Donc les conséquences, c'est vrai, même si elles peuvent être physiques, elles sont quand même avant tout comportementales. Et ça se passe d'abord dans la tête. Il ne faut jamais l'oublier, hein. Alors, il y a beaucoup de pathologies, hein, donc entre autres donc la nomophobie et puis on va dire l'assiduité donc aux réseaux sociaux, hein. Ça, j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Alors, le fait, si vous voulez, que euh, on est de plus en plus dépendant de notre téléphone. Bon. C'est un objet qui nous semble personnel. C'est mon téléphone, dans lequel d'ailleurs j'ai mis beaucoup de choses, hein. Bon. Mais surtout à la demande des prestataires et des fournisseurs à qui que ça arrange, évidemment. Euh, Or, il peut y avoir un danger, et j'y reviendrai donc un tout petit peu plus loin, euh, et j'évoquerai donc le cas d'un de mes amis qui m'en parlait pas plus tard qu'hier. Et donc, j'ai évoqué un fait qui lui est arrivé donc très très récemment, il y a quelques jours simplement, du fait de la trop grande confiance que l'on accorde au téléphone et le fait qu'on met trop de choses, donc le numérique est devenu trop prégnant dans mon téléphone. Je ne peux plus m'en passer. Bien. Je pense que si on regarde sur le futur, je crois que la bataille pour conserver la maîtrise, on va dire, de notre espace numérique, je crois qu'elle est déjà perdue. Elle est déjà perdue parce que nos médecins ne s'en préoccupent pas ou très peu, que nos politiques ne savent pas ce que c'est, et qu'on a laissé libre champ donc, aux GAFAM, à Microsoft, à Google et aux autres. Et nous n'avons pas les mêmes préoccupations. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des dollars et de l'argent. Nous, on essaye de mieux se comporter, on essaye de mieux travailler, vous voyez, mieux apprendre, d'être plus efficace. C'est pas la même chose, hein. Et donc, je crois malheureusement, mais on peut se tromper, hein, vous ne me le reprocherez pas dans quelques années si vous constatez qu'on s'est trompé, hein, que je me suis trompé, hein. Et donc, d'autant plus que, si vous voulez, la dépendance au numérique. Alors, on parle de nomophobie avec le téléphone, on parle des réseaux sociaux, mais il n'y a pas que ça. Dans dans quelques années, on aura des capteurs, donc des puces électroniques qui seront dans notre corps. Et que personne ne me dise que ça ne se produira pas parce qu'il ne voudra pas. Dans la mesure où sa compagnie d'assurance lui dira on doit vérifier, vous contrôler, vous mesurer votre état physique pour savoir si on vous protège correctement, la compagnie d'assurance. Donc vous allez accepter de mettre une puce ici derrière l'oreille ou dans l'œsophage ou dans l'intestin, je ne sais pas, et vous finirez par le faire. Parce que on ne pourra pratiquement pas faire autrement. Donc un jour viendra, alors c'est terrifiant, hein, c'est épouvantable, mais un jour viendra, et je pense que ce n'est pas dans 200 ans, hein, où vous allez avoir des personnes qui seront truffées de capteurs, ne serait-ce que pour exister, travailler, être suivies médicalement, pour pouvoir payer, etc. Et ça va être comme ça. Donc, notre dépendance numérique, elle va se faire par ces capteurs, mais quel sera l'élément qui va dialoguer avec ces capteurs? Comme par hasard, le téléphone. Ah, le téléphone, qui va être un petit peu on va dire la station de contrôle, hein, c'est le PC qui va nous permettre de communiquer avec ces différents capteurs et donc de communiquer avec ces différents éléments comme les banques et les médecins. On le fera aussi parce que, encore une fois, j'insiste sur le fait que le téléphone, et ça explique beaucoup la nomophobie, le téléphone est un objet personnel. Moi, je n'y crois pas à ça, mais parce que ce n'est pas un objet personnel. La plupart des gens croient que c'est un objet personnel. Et c'est pour ça qu'on lui confie une grande partie de notre vie, donc personnelle et professionnelle. Et je reviendrai donc dans un instant, parce que c'est une addiction qui est hyper dangereuse. Vous me direz, c'est pas ça qui va nous faire mourir. Mais c'est quand même embêtant psychologiquement. Regardez, il y a maintenant une pléthore d'applications qui sont sur votre smartphone et qui vous permettent, qui se mettent à hurler sur le téléphone
dès lors que vous vous êtes éloigné d'un certain nombre de mètres. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'être à plus de 5 ou 10 mètres, ça c'est paramétrable, du téléphone, parce qu'il se met à hurler. Ça veut dire qu'il fait partie de vous-même. Oui, donc, il ne faut pas s'étonner. Et on voit arriver de plus en plus aujourd'hui de solutions comme ça. On est vraiment dans un état d'addiction et qui est absolument, à mon avis, épouvantable. Cela dit, donc, je vous le disais, moi je pense que, après tout, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous parce que on n'a pas su, lorsqu'il en était encore temps, on n'a pas su traiter les choses correctement quand c'était le moment. Et donc, on y est allé, mais alors en courant. Quelles sont les raisons finalement de cette nomophobie aujourd'hui, donc cette addiction absolument phénoménale donc, au téléphone? D'abord, c'est l'admiration de la technologie. Je le citais tout à fait au début, parce que ça nous donne de l'importance. Celui qui a un iPhone 16 pourrait se sentir plus important que celui qui a un téléphone tout bête dans lequel il ne peut que parler. Celui-là, c'est vraiment un abruti du siècle dernier. On admire donc la technologie. Vous savez, c'est la même chose que pour la voiture, où vous avez de nombreuses personnes qui deviennent complètement malades dès lors qu'elles ont un volant entre les mains, et c'est ce que les psychiatres appellent le syndrome, si vous voulez, le syndrome de l'importance. On transfère dans un objet, alors le smartphone et puis la voiture, l'importance que généralement on n'a pas et qu'on ne ressent pas. On se sent, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête, mais alors j'ai une BMW dernier modèle et je double tout le monde, y compris en haut des côtes. Ça prouve que je suis quelqu'un d'important. Même pour le téléphone, la recherche, si vous voulez, pas la dépendance, mais la volonté d'avoir les équipements numériques les plus extraordinaires, ça répond à ça. Ça répond à ça, c'est donc une admiration de la technologie. Le besoin, toujours en homophobie, le besoin de connexion permanente. Ça, c'est incroyable. On ne peut plus être déconnecté. Regardez dans les avions. Alors, dans les avions, maintenant, on peut envoyer des messages, mais vous avez également des compagnies aériennes, certaines d'ailleurs sont revenues en arrière, des compagnies aériennes qui vous permettent de consulter Internet, où on peut vous envoyer des messages. Comme si on pourrait ne pas se passer de communiquer avec vous pendant 1 heure ou 2. Il ne faut quand même pas exagérer. Je veux bien admettre que nous soyons essentiels pour l'entreprise. Je ne suis pas certain que l'absence pendant 1 heure ou 2 ferait qu'elle fasse faillite. Mais c'est ça. Il faut absolument être connecté en permanence. Et donc, parce que tous les appels qui vont nous arriver sont forcément importants. Ça, c'est obligatoire. C'est l'anxiété donc de séparation donc du téléphone, mais c'est comme si c'était un membre de la famille. C'est complètement fou. Vous voyez, il fait partie de nous-mêmes. La meilleure preuve, c'est que quand on est en train de dîner ou de déjeuner, comme on dit en France, eh bien, si jamais ça sonne le téléphone, eh bien, on répond. Même si l'interlocuteur ou l'interlocutrice est en train de vous présenter quelque chose d'extrêmement intéressant. Ah non, non, on interrompt. Cet ami à qui est arrivé donc un inconvénient il y a 2 ou 3 jours de panne d'un téléphone me disait la nomophobie et le téléphone fait sauter les derniers relents de bonne conduite que nous avons. Nous avons encore un certain nombre, on va dire, de comportements qui sont corrects vis-à-vis des autres. Mais le téléphone, ça vous les fait sauter. Il suffit de regarder les gens, c'est comme ça. Bon, donc le téléphone, par ailleurs, et donc à cause de la solitude, donc devient un mécanisme pour faire face au stress donc, et à l'ennui. Et donc, on délègue à un objet donc, et un algorithme qui sera dedans le soin de notre santé mentale. Et alors, du point de vue professionnel, on a beaucoup changé d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans. Obligation d'être constamment connecté. Ceux qui disent je me déconnecte en arrivant à la maison, ils peuvent le faire, mais ils le font pas souvent parce que on va le leur reprocher gentiment la première fois et puis après on leur dira c'est pas bien. Et c'est pas bien et ça peut avoir des conséquences. La connectique 7/24 aujourd'hui est une réalité. C'est une réalité. Et donc, quoi qu'en disent les entreprises, quoi qu'en disent donc les gourous dans ce domaine, et surtout les fournisseurs,
on doit être connecté 7/24. Vous me direz, ça correspond également à ce sentiment de puissance. C'est-à-dire que si je suis connectable 7/24, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis indispensable. Vous voyez? Et donc, finalement, on se rejoint. Alors, attention, hein, il ne faut pas, il faut raison garder, hein. Il ne faut pas être au même plan, on va les voir maintenant, les dérives psychologiques qui sont réelles, avec des inconvénients physiques qui demandent du temps et peut-être concernent moins de monde. C'est pas parce que j'utilise mon téléphone qu'automatiquement je vais avoir des problèmes, la ride du téléphone, vous voyez, non, c'est pas obligatoire. Disons que psychiquement, c'est beaucoup plus grave. Et je voulais rappeler ce qu'était une phobie, parce que nomophobie, c'est bien ça, hein. Et donc une phobie, c'est une peur démesurée qui a trait à un ressenti plutôt donc à une cause relationnelle, rationnelle, d'un objet ou d'une situation précise. L'objet ou la situation, ça s'appelle le phobogène. Bien, la phobie. C'est probablement, et c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est probablement la phobie, la conséquence d'un câblage de notre particulier, de notre cerveau. Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas les mêmes phobies? Après tout, on avait des cerveaux qui apparemment sont à peu près identiques. Eh bien, il y a des gens qui ont peur des araignées, d'autres ont peur des serpents, d'autres qui ont peur de je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas les mêmes. Donc, manifestement, il y a un câblage là-dedans qui fait que on a peur, on n'aime pas, on a des phobies particulières. Mais comme on ne sait pas ce qu'est un câblage, on sait les zones, oui, c'est vrai. Mais le câblage réel, avec 100 milliards de neurones, je veux dire, et en plus avec une reconstitution permanente du cerveau, puisqu'entre le moment où je vous parlais tout à l'heure, il y a une demi-heure et maintenant, mon cerveau s'est reconstitué. Enfin, pas totalement, bien sûr, mais en partie. C'est quelque chose de prodigieusement complexe. Donc, comment la phobie, on va dire, est programmée dans mon cerveau, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle existe. Bien. Alors, la nomophobie. Donc d'abord, savoir la reconnaître, donc, et puis donc l'admettre. Alors nomophobie, ça vient donc de la contraction de mobile phone, mobile phone media. Donc c'est la phobie, hein, la peur, hein, du non-téléphone portable, de l'absence du téléphone et du téléphone donc portable. Alors c'est la déviance la plus fréquente, mais qui est la moins admise par les usagers, qui, à mon avis, sont quand même assez atteints, hein. Alors, dépendance du smartphone, j'ai eu l'occasion. Quels sont les symptômes? Alors, les symptômes, c'est l'anxiété, c'est la tension, l'agitation, la sensation de panique quand on n'a plus notre téléphone ou que la batterie est faible ou déchargée. Regardez dans un train. Combien de fois j'ai pu voir ça? Des gens qui passent dans les couloirs avec leur téléphone, dire quelqu'un pourrait, est-ce que j'ai une prise de libre quelque part où je pourrais recharger mon téléphone? C'est quand même fou ça. Donc agitation, tension donc, et anxiété. Comportement compulsif, c'est-à-dire le besoin de consulter donc fréquemment le smartphone sans raison. Alors tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres, hein, mais il y en a qui vont consulter leur téléphone 20 fois par nuit. Excusez-moi, mais quand même, c'est quand même un peu curieux. Alors, c'est vraiment des comportements convulsifs. La dépendance émotionnelle, maintenant. Donc, se sentir dévalorisé quand on ne peut pas utiliser le smartphone. Ça rejoint à ce que nous indiquions précédemment. On ne peut plus se servir du smartphone, donc je ne vaux plus rien. Alors, j'ai plus qu'à peut-être pas me suicider, mais vous voyez, je ne vaux pas grand-chose. Donc, c'est la dévalorisation liée donc à la dépendance émotionnelle. L'utilisation excessive du fait de ce téléphone. On passe évidemment trop de temps sur les réseaux. On consulte la messagerie tous les 5 minutes. Vous voyez, donc on le disait tout à l'heure, quitte à interrompre son interlocuteur, et globalement, on dira j'existe. Vous voyez, j'existe. Comme si le téléphone me permettait d'exister. Je crois, chers amis, qu'il y a d'autres moyens d'exister que d'acheter le dernier iPhone 16, hein. Bon, à mon avis, hein. Isolement social. Le réseau avec le téléphone, ça vous tient lieu de famille, on l'a donc évoqué, hein. C'est une communauté d'appartenance. Alors, quelques symptômes physiques ressentis par les gens qui sont atteints par la nomophobie.
tremblements, palpitations, sueur, vous voyez, et ça, je ne plaisante pas, c'est vraiment la réalité. Donc je pense qu'ils sont quand même un peu zinzin. Peut-être que je le suis moi en premier, hein. Alors, les désagréments maintenant, les désagréments, euh, globalement, disons, si on regarde bien donc les désagréments de la nomophobie, euh, il y a beaucoup de conséquences, donc on va dire psychologiques, qui sont liées à la dépendance personnelle. Voire, il peut y avoir des pathologies qui sont plus graves. Il y a aussi des conséquences psychiatriques. Je crois que le milieu donc numérique se substitue en partie donc à la sphère personnelle et à la famille. Encore une fois, c'est la même chose que pour les réseaux sociaux. Il peut y avoir des désagréments physiques sur lesquels je reviendrai, liés à une trop grande proximité donc numérique, téléphone et réseaux sociaux, mais ici, le téléphone n'est pas le seul en cause. Bien entendu, il y a les tablettes qui sont dans ce cas, et également donc les ordinateurs. Les conséquences professionnelles qui sont réelles, croyez-moi, perte d'attention et de concentration. Hein, le smartphone est prioritaire et fascisant. Il interrompt les autres activités. Et une étude californienne a précisé qu'il faut en moyenne 23 minutes pour se remettre en condition dès lors qu'on a été interrompu. Alors, faites le compte au bout de la journée, on a perdu beaucoup de temps. Le téléphone, je vous le disais, a gommé les rares et quelques strates de bonne éducation donc, qui nous restent aujourd'hui. Et il nous entraîne, le téléphone, à faire du multitâche, de traiter plusieurs tâches à la fois. Mais je le répète encore une fois, les êtres humains ne sont pas faits pour faire du multitâche. Si vous cumulez l'efficacité de plusieurs tâches dans une journée, ou à un moment donné, vous verrez que vous êtes beaucoup moins efficace que si vous êtes monotâche et vous ne traitez qu'une seule tâche à un moment donné. On n'est pas fait pour ça. Même si on a un cerveau aujourd'hui qui est capable de travailler en multitâche parce qu'il est extraordinaire, notre fonctionnement n'est pas adapté à ça. Donc le téléphone nous entraîne, on va dire, dans des dérives qui ne correspondent pas à ce que nous sommes. La dangerosité, donc on va dire à titre opérationnel, on n'a pas, parce que je le disais tout à l'heure, le téléphone est un objet personnel, c'est presque une extension de mon troisième bras. On n'a pas, à titre personnel, les mêmes réflexes que nous aurions pour le TI. On est trop confiant, on met trop de services qui sont enfouis dans le téléphone. Les risques sont très élevés et on n'en a pas conscience. Les fournisseurs nous aident bien pour cela. Et donc, je voudrais vous signaler cet ami qui me disait il y a 2 jours, je prends mon iPhone et qu'est-ce qui se passe? J'appuie, ça ne marche plus. Je lui dis c'est normal, je vais redémarrer. Il ne voulait pas redémarrer. En fait, il ne marchait plus du tout. Et il s'est aperçu qu'il avait mis dans son téléphone les coordonnées bancaires, des moyens de paiement, des moyens de communiquer avec sa banque, autrement que la nécessité donc d'aller à la banque, à l'agence de la banque. Il y avait énormément de choses. Donc la seule solution qu'il avait, c'était de reconstituer sur un autre téléphone, un autre smartphone, les mêmes conditions d'usage qu'il avait, son téléphone en panne. Et là, il s'est aperçu que, mais il ne savait plus, il n'avait plus les mots de passe, il n'avait pas fait une sauvegarde donc, de messagerie parce que il n'y a pas une personne sur 10 qui fait une sauvegarde en messagerie. Vous savez, le fameux fichier .pst que vous avez avec Outlook, hein, il ne l'avait pas fait. Et c'est donc retrouvé dans une situation extrêmement donc, désagréable qui lui a fait prendre conscience que finalement, à titre personnel, et pourtant c'est un directeur de TI, donc il sait de quoi il parle, hein, eh bien, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas appliqué à sa sphère personnelle téléphonique on va dire les mêmes protections qu'il avait à titre professionnel. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment certain aujourd'hui que si votre téléphone tombe en panne complètement, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous pourrez redémarrer, on va dire, dans un délai à peu près cohérent, on va dire à peu près d'une heure. Allez, on est gentil. Ouais, ça, c'est aussi donc une conséquence. Alors, vous allez voir, c'est très amusant, hein, quelques bizarreries, on va dire, qui existent aujourd'hui.
en matière donc, de nomophobie. D'abord, on parlera des self-titres. Les self-titres. La self-tit, c'est le désir obsessionnel et convulsif de prendre des photos de soi-même et de les afficher sur les réseaux sociaux pour compenser l'estime de soi et combler un vide dans l'intimité. C'est un sentiment bien évidemment narcissique, hein, parce qu'on peut aussi, c'est souvent d'ailleurs lié, on peut aussi se trouver vous voyez, beau et intelligent. Hein. D'après un journal qui est une revue scientifique indienne, hein, qui est l'un des pays d'ailleurs, il faut le savoir, les plus accros donc, aux réseaux sociaux sur la planète, lui, il fait la distinction entre trois natures, on va dire, de selfies, hein, c'est-à-dire le borderline, trois niveaux d'adhésion si vous préférez. Le borderline, on prend des photos de soi-même 3 fois par jour, mais on ne les publie pas. Il y a le niveau d'addiction, on va dire, limite. Là, on prend au moins 3 selfies par jour et on les publie. Mais pourquoi faire, hein? Et puis, vous avez les malades chroniques, hein, qui publient environ 6 selfies, d'après cet organisme indien, 6 selfies par jour pour répondre à une irrépressible envie. La planète doit savoir que j'ai changé de t-shirt. Vous vous rendez compte dans quel niveau de bêtise on est arrivé? Qu'est-ce que ça peut faire? Et c'est ça, souvent, les réseaux sociaux. C'est qu'on publie des choses qui nous satisfont, mais finalement, ça n'intéresse personne. Ou alors, à part mon beau-frère. Hein, et encore. Donc, voilà, ça s'appelle les selfies. C'est vraiment une maladie. Il fait partie donc de la nomophobie. Le téléphone fantôme. Un téléphone fantôme, c'est un truc très amusant également. C'est l'impression permanente, hein, régulière, que le smartphone est en train de vibrer. Il ne vibre pas, hein, mais on a l'impression. Ça peut être aussi auditif, c'est-à-dire que on croit entendre des sonneries qui n'existent que dans notre tête, exactement comme les acouphènes, qui sont une vraie maladie. Et donc le téléphone fantôme, c'est aussi une vraie maladie. Mais ce dont on parle aujourd'hui, on peut en sourire, mais ce sont des maladies, parce que amplifiées et étendues sur le long terme, ça peut donner des conséquences et des vraies catastrophes, des drames. Bon, ensuite, c'est considéré d'ailleurs par les psychiatres comme une hallucination. Une hallucination, c'est la peur de rater quelque chose. Bon. C'est très désagréable, ça vous augmente le stress et sur le long terme, c'est donc tout à fait insupportable. Alors moi, j'ai la bonne précaution, hein, que je suggère, hein, c'est de se séparer de son téléphone pendant quelques jours. Est-ce que je serais capable de le faire à titre personnel? J'en suis pas sûr. Hein. Et malheureusement, bon, parce que si les symptômes perdurent, bah, il faut prendre la direction de l'asile de fous le plus proche. Hein. Parce que si on se met maintenant à entendre des conversations et des choses pas possibles, vous voyez, donc, non, ouais, ça s'appelle donc le téléphone fantôme, mais qui est une réalité insuffisamment traitée, mais qui est une réalité. Il y a également la tendinite du pouce. Hein, c'est ce que s'appelle la textonite. Et là, alors ça c'est très caractéristique du smartphone. Vous avez remarqué, d'abord le smartphone, il a un écran qui est petit. Donc, on ne va pas taper avec tous les doigts comme on le ferait sur un clavier. Sur un clavier, quand on apprend la frappe dactylographie, on apprend à taper sur une lettre en fonction d'un doigt bien précis. C'est pas n'importe quoi. Et pour les espacements, ça correspond donc au dernier caractère qui a été tapé. Et là, on se sert des pouces, mais pas d'une manière anarchique. Là, c'est pas du tout pareil. On ne se sert que des pouces. Alors, vous avez vous tenez votre téléphone entre les mains et avec les 2 pouces, toc, 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 on tape les SMS, etc. Et quand vous regardez, moi j'ai admiration devant certaines jeunes filles, taper des SMS comme ça, et la vitesse supersonique, avec des ongles de 3 cm de long, je dis, mais comment elles font? Hein. Alors le problème, c'est que sur le long terme, comme on ne se sert que des pouces, eh bien ça a des conséquences physiologiques. C'est-à-dire qu'on a une tendinite du pouce. Et c'est une réalité. Hein. Il est trop sollicité. Et donc, il finit par avoir des problèmes. Et le tendon finit par être, à avoir donc des problèmes. Et ça, c'est une réalité. Alors, pas au bout d'un mois d'usage, mais mettez-vous
dans la situation dans 5 ans, dans 10 ans, vous risquez d'avoir un problème donc de pouce, effectivement. Alors, ce n'est pas mortel, évidemment, mais c'est une réalité donc quand même. Bon. Ce qu'on appelle le texte NEC. Le texte NEC, c'est euh, le fait que ça correspond à la façon à laquelle on se tient avec un téléphone, un smartphone entre les mains. Alors, selon la position, il y a ce schéma que je vous montre ici, à mon avis, est intéressant parce que si on est bien droit, on considère que l'usage du smartphone, eh bien, ça représente en fait une charge sur notre colonne vertébrale, et en particulier sur le haut de la colonne vertébrale, qui est à peu près de 5 kilos. Si on penche la tête de 15 degrés, à ce moment-là, c'est une charge de 12 kilos. 30 degrés, c'est 18 kilos. 45 degrés, c'est 22 kilos. Et 60 degrés, c'est de l'ordre de 27 kilos. Ce ne sont pas des chiffres inventés. Alors, peut-être que c'est beaucoup, hein, mais en tout cas, c'est une certitude qu'à force de se servir, si vous voulez, 8 heures, 10 heures, 15 heures par jour du téléphone et d'avoir une position qui est mauvaise, exactement d'ailleurs, c'est le même problème que nous avons avec notre position par rapport à un PC. Hein, il faut faire attention à ça, sinon on va se retrouver complètement courbé. Alors, c'est une fragilité du cou, hein, ce fameux text neck, hein, et donc ça provoque des lésions, vous avez des déformations. Alors, on a des mal à la tête, c'est ce qui est montré sur ce schéma, hein, on a des douleurs dans les épaules, on peut avoir des difficultés de respiration, on a des douleurs au milieu du dos et en bas du dos. Donc, c'est pas du tout neutre. Il faut, si on a véritablement un usage qui est nécessaire, hein, de ce smartphone dans la journée, eh bien, il faut faire attention à ça parce que sur le long terme, ça peut avoir des conséquences. Et puis, la ride du smartphone, parce qu'à force d'avoir la tête penchée à longueur de journée, un pli en forme d'Y vient tout à fait normalement, hein, s'établir au niveau du cou. C'est une ride qui est bien marquée, ça s'appelle la ride du smartphone. Bon, pas non plus une catastrophe planétaire, mais il faut savoir que ça existe. Le cybermalaise, alors ça c'est très embêtant. Le cybermalaise, c'est un déséquilibre qui est provoqué par des applications qu'on apporte, des applications 3D que l'on apporte sur le smartphone. Ce sont des applications 3D qui entraînent un décalage entre les mouvements des yeux et les signaux reçus par le système de contrôle de notre équilibre. Il y a un décalage. Le cerveau interprète les mouvements 3D comme des mouvements réels, ce qu'ils ne sont pas. Donc, ça entraîne quoi? Eh bien, ça entraîne donc des troubles oculaires, des nausées, mais vraiment des nausées, hein, des étourdissements qui peuvent durer assez longtemps. Et ce qui va s'accentuer encore d'ailleurs avec les casques virtuels, parce qu'avec les casques virtuels, vous vous retrouvez dans un environnement qui est complètement fermé, vous avez perdu vos repères d'équilibre, et à ce moment-là, disons que ces troubles que l'on constate en homophobie, eh bien, sont amplifiés encore, hein. Donc, ça va arriver malheureusement, hein, on voit arriver maintenant, ça s'appelle donc les casques, hein, les casques modernes, dont le dernier d'ailleurs de chez Apple, qui est une petite merveille, mais qui coûte très cher, mais ça entraîne également donc des conséquences, on va dire physiologiques, hein, qui ne sont pas neutres. Ça s'appelle donc le cybermalaise. Alors, vous voyez, toutes sortes donc de choses qui feront que finalement, euh, on va avoir des conséquences à trop se servir du téléphone, à être trop dépendant, j'allais dire esclave de mon téléphone, ce qui donc est résumé par le terme de nomophobie. Alors, sur la santé, les impacts possibles. Alors, si on élargit un tout petit peu donc on va dire le champ à d'autres usages donc du numérique, j'ai déjà présenté cette page-là. Il y a quand même des impacts quand même qui peuvent être assez dramatiques, hein, et on les constatera dans quelques années. Alors, l'hypersensibilité, en particulier aux ondes électromagnétiques, elle est réelle. On n'a pas nécessairement l'explication de tout ça, et entre autres, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus loin sur la lumière bleue, qui est d'ailleurs émise par les smartphones, hein.
c'est quand même quelque chose qui, bizarrement, a des conséquences qui sont vraiment pas neutres du point de vue santé. Bon, donc on ne sait pas trop pourquoi il y a un lien entre le rayonnement électromagnétique. Alors, on sait bien sûr qu'il y a la chaleur, ça on le sait. Mais il y a autre chose. Ça peut être en fait des conséquences qui sont beaucoup plus complexes que ce que l'on croit. Hein. Les ultraviolets, les radons, hein, qui sont en fait les radons, qui sont des rayonnements donc, ionisants. Je rappelle que a priori, les ondes électromagnétiques qui sont exploitées dans un environnement de téléphonie ne sont pas ionisantes, c'est-à-dire qu'ils ne modifient pas la structure atomique. Par contre, il y a d'autres, des rayons X, des rayons gamma, il y a d'autres rayonnements qui sont beaucoup plus dangereux et qui, eux, sont ionisants. Mais on peut dire aussi qu'en augmentant la fréquence d'usage de nos téléphones et de nos applications, on commence à se rapprocher. Ah, on n'est pas tout près, mais on commence à se rapprocher, on va dire, d'ondes qui ont des effets néfastes parce qu'ils sont ionisants. Bon, on a, on pense qu'il y a on peut avoir des problèmes auditifs. Alors, le doute semble permis, mais je connais des gens qui ont quand même des soucis de ce point de vue-là. On a parlé aussi de la baisse de la fertilité. L'usage d'un téléphone de manière anormale peut faire baisser la fertilité. Rien n'est réellement prouvé, on s'envoie quand même des chiffres à la figure. Hein. Difficulté d'endormissement. Hein. Et donc, entre autres, lié donc, à la lumière bleue. Ça, c'est une certitude. Alors, quand vous mettez votre téléphone sous l'oreiller, histoire de ne surtout pas le perdre, hein, pour pouvoir le récupérer tout de suite si on vous appelle pendant la nuit, bon, c'est quand même peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire. Alors, je voulais rappeler ici ce qu'est le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est-à-dire, étant donné que le smartphone va émettre, smartphone ou autre chose, hein, va émettre des rayonnements électromagnétiques, le téléphone va donc émettre de rayonnements pour pouvoir se connecter à une antenne. Bien. Or, une partie non négligeable de ce rayonnement va donc pénétrer nos tissus. Alors là, à mon sens, il y a un scandale parce que, à cause des fournisseurs, les montants de watts ramenés au kilogramme de tissu sont beaucoup trop élevés. Beaucoup trop élevés. Alors, on dit à peu près aujourd'hui qu'ils ne doivent pas dépasser 2 watts au kilogramme. Hein, bien sûr, ça va dépendre donc des pays. Alors, pour rassurer le chaland, on a introduit plusieurs DAS. Ah, il y a le DAS au niveau de la tête, au niveau du thorax. Vous voyez, on va introduire, et évidemment, au niveau du thorax, le nombre de watts au kilogramme est peut-être moins dangereux qu'au niveau de la tête. Alors, on a ramené ça. Mais je crois que les chiffres que nous pratiquons sont délirants. Délirants parce qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas vraiment le mécanisme réel et surtout, et c'est ce que montre ici ce petit dessin, c'est surtout avec des jeunes et des enfants dont les tissus sont justement plus mous. Alors donner donc un téléphone à un enfant de 5 ans, c'est une folie. Vous direz, peut-être obligé de le faire, mais c'est une folie quand même. Hein. Il faudrait faire baisser d'une manière drastique le nombre de watts au kilogramme, donc faire baisser on va dire ce DAS qui ne correspond pas, à mon sens, donc à la réalité. Alors, l'exposition à la lumière bleue, c'est une réalité. Hein. La lumière bleue, ça fait partie, c'est une partie du spectre. Hein. Vous savez, le spectre visible, il va en gros de 0,3 microns jusqu'à 0,75, 0,80 microns donc de longueur d'onde. Et en bas, du côté des bleus, alors qu'en haut, on est plutôt du côté des violets et des ultraviolets, en bas, on a donc une zone qui va de 0,38 à 0,45 microns, c'est-à-dire 380 angstroms et donc 450 angstroms. Donc une zone qu'on appelle la lumière bleue et qui a des conséquences, graves sur le comportement physique et sur l'état physique donc, des utilisateurs. Réduction de l'acuité visuelle, c'est grave ça, réduction de l'acuité visuelle. Augmentation du risque de DMLA, ça qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge, perturbation de l'horloge biologique en modifiant la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil.
Il y a plein de gens aujourd'hui qui, à cause de la téléphonie, dorment mal, se réveillent tout le temps. Il y en a énormément. Alors, vous me direz, on n'en parle pas trop parce que ça ferait de la peine à Facebook. Mais c'est pourtant une réalité. Et je pense qu'on devrait, dans les entreprises, prendre de conscience de cet état de choses. Hein. Alors, la plupart des smartphones, pour éviter cette conséquence de l'homophobie, eh bien, proposent donc de moduler donc la luminosité. Donc, vous avez des moyens de le faire. Et vous pouvez aussi porter des lunettes, hein, qui sont des lunettes filtrantes. Alors, on peut donc le conseiller. Et vous avez donc sur le schéma qui est ici à droite un certain nombre donc de ces conséquences, hein, difficultés donc de concentration, ouais, donc on l'a dit, baisse des niveaux donc de mélatonine, perturbation du sommeil, augmentation des risques de cancer du sein et de la prostate. Alors, là aussi, on n'ose pas trop en parler. Hein. Ça peut entraîner donc des cataractes, hein, donc des réductions de l'activité visuelle, de l'acuité visuelle, et puis des dégradations donc de la rétine, hein, sur le long terme. Excusez du peu, on n'est pas en train de parler de n'importe quoi là. On est quand même en train de parler de notre santé. Et ce téléphone, donc je le maintiens, est dangereux. Alors, on a quelques chiffres. Hein. On a quelques chiffres, là encore, j'avais l'occasion donc de les évoquer, qui sont très contradictoires, mais ça vaut la peine de les rappeler dans le contexte donc, ici de nomophobie. Alors, la Croix-Rouge, hein, l'OMS, a dit qu'il peut y avoir donc un lien direct entre le téléphone. Les ondes émises sont classées en catégorie donc 2B et les cancers. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ont été prouvés maintenant. Hein. Sauf que la catégorie 2B, c'est pareil que le café et les légumes vinaigrés. J'en avais déjà parlé. Hein. On dit qu'à partir de 30 minutes d'utilisation, le mobile, le smartphone, peut devenir potentiellement donc cancérigène. Simplement, aucune étude scientifique contradictoire n'a prouvé cette hypothèse. Et si vous voulez, l'analyse des registres des cancers n'a pas montré d'augmentation vraiment significative depuis l'arrivée de la téléphonie mobile. Il y a des chiffres qui sont très contradictoires. Il y a un organisme français qui s'appelle l'ANSES qui indique que au-delà de 1650 heures d'usage, c'est-à-dire 1 heure par jour pendant 4 ans, il y a un risque de tumeur cérébrale. Hein, le gliome, et du nerf auditif. Donc, le nerf auditif, c'est le neurinome donc, de l'acoustique. Alors, c'est contradictoire avec ce que dit l'ANSES, avec ce que dit l'OMS, mais bon, je vous dis, il y a des chiffres qui se contredisent. Il y a un organisme américain qui c'est un programme national de toxicologie qui a fait état d'une étude qui porte sur 2500 rongeurs placés pendant 2 ans dans un laboratoire souterrain et soumis ou non à des rayonnements donc, liés donc, entre autres au téléphone. 5,5% d'entre eux, parmi les plus exposés au rayonnement, ont développé une tumeur du cerveau. Seuls les mâles, bizarrement, comme ça. En tout cas, ce n'est pas très significatif, ce n'est pas 80%. Il y a une autre étude donc, française, c'est une étude de l'ASEF, qui est une étude de l'Association Santé-Environnement France, qui a mesuré l'impact des antennes sur la santé des habitants qui vivent à proximité. Alors, antennes, téléphone. Hein. 43% se sont plaints d'acouphènes. Hein, on l'a dit, des bruits qui viennent de l'intérieur du corps. 55% ont déclaré des troubles de sommeil et 27% des difficultés de concentration. Alors, je veux bien croire que dans le papier, il y a des hypochondriaques, oui, ou qui n'apprécient pas la grosse antenne qui est à côté de leur maison, ça je le comprends très bien, mais il y a peut-être quand même quelque chose de gênant. Aucune étude aujourd'hui n'a montré de lien entre les ondes émises par les mobiles, les smartphones, et les dérèglements du système cardiovasculaire. Enfin, aucune étude sérieuse. Une étude sérieuse qui porte sur plusieurs années avec un nombre de cas importants et qui sont étudiés. La plus large étude qui a été menée, elle remonte maintenant à 2016, elle a été menée donc par le NTP, donc qui est un organisme de toxicologie, là encore avec 2 groupes de rats, témoins non exposés et exposés à des ondes importantes. Le groupe témoin n'a eu aucun cancer. Le groupe exposé a eu entre 1,1 et 3,3% de tumeurs du cerveau. Là encore, ce n'est pas quelque chose de significatif et ça me permet au passage de tirer mon chapeau pour les rats qu'on massacre et qui sont véritablement les héros donc, de la médecine moderne.
Je vais terminer ma présentation, qui est un petit peu négative, pardonnez-moi, mais c'est le sujet qui le veut, hein, par les réseaux sociaux, auxquels on accède de plus en plus, bien entendu, par les téléphones. Alors, ce qui est ahurissant, c'est les chiffres. Alors, regardez ça. Il y a un organisme qui a publié donc des chiffres, c'était au deuxième trimestre, donc 2023. C'est les Zooms de l'Observatoire CTLM avec Harris Interactive, le consultant. 81% des utilisateurs de réseaux sociaux s'y rendent quotidiennement, dont 18% toutes les heures, voire plus, 46% chez les 15-24 ans. C'est complètement fou, hein. Les réseaux sociaux sont perçus pourtant comme un danger plutôt qu'un bénéfice pour les enfants et adolescents à 81%, un danger pour la vie privée à 78% et la qualité de l'information fournie à 62%. La qualité, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si leur promesse initiale était de rassembler et donc de connecter les personnes entre elles, les réseaux sociaux sont davantage vus aujourd'hui comme un facteur d'isolement social à 58%, hein, que de liens. C'est un risque. Et donc, ils riment davantage avec addiction, avec folie, qu'avec partage communautaire aujourd'hui. Alors les Français, peut-être pas nécessairement plus connectés donc que les autres, eh bien, sont inscrits en moyenne à 4 réseaux sociaux différents et jusqu'à 7 pour les 15-24 ans. Il ne reste plus beaucoup de temps pour la véritable vie communautaire. Bien, je termine sur ces réseaux sociaux ici, hein. Quelles sont les conséquences? Donc, c'est un faux remède, hein. Isolement ressenti, qui est la conséquence donc, du mode de vie moderne, lié donc au compartimentage. Bon, l'inverse est recherché donc avec les réseaux sociaux. Plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, moins on a de temps pour les vraies interactions sociales. Le risque est d'être confronté à une vie externe idéalisée. Hein, si j'accède à des gens qui me proposent des solutions, qui sont des influenceurs ou influenceuses. On le voit actuellement avec Kamala Harris et puis une célèbre influenceuse américaine. Enfin, c'est du délire total. Du délire total, hein. Donc, voilà. Le fait d'être, si vous voulez, on a affaire à une vie externe qui est idéalisée, mais qui n'est pas la mienne, parce que je ne suis pas convié en réalité à ça. Mais je me compare à cette vie idéalisée. Il en découle quoi? Diminution donc de l'estime de soi. Et les réseaux sociaux sont donc des leurres qui ne profitent qu'aux opérateurs, hein. D'ailleurs, en octobre 2023, 40 États américains, donc c'est récent, hein, ont accusé donc Meta, Facebook, hein, de nuire à la santé mentale et physique de la jeunesse. Et ils disent, Meta a exploité des technologies puissantes et sans précédent pour attirer et finalement piéger les jeunes et les adolescents afin de faire des profits. Ce sont les procureurs devant un tribunal californien. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? Alors, pour terminer, je vous propose un certain nombre donc, de recommandations. D'abord, prendre conscience donc des dangers, hein, actuels et futurs des smartphones. On va essayer de se propulser un petit peu dans le futur, donc des smartphones, nomophobie et réseaux sociaux. Un travail sera mené, hein, auprès des politiques qui n'ont pas la culture et la compétence suffisante. C'est dramatique. Ils ne comprennent rien. Mais par contre, les GAFA me comprennent très bien, hein. La médecine d'entreprise doit évoluer et prendre en compte ces pathologies donc numériques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a pas de, il y a très peu de spécialités ici. Il y a un excellent hôpital à Québec pour lequel il y a effectivement beaucoup de médecins qui se sont spécialisés là-dedans, mais ce n'est pas une généralité planétaire, hein. Donc, il faut faire des efforts. À titre personnel, il faut apprendre à gérer le stress et dans les cas graves, se faire aider. Il n'y a pas de honte à ça. Après tout, si je suis en dépression, je me fais aider par un psychologue. Pourquoi j'en ferais pas autant avec les conséquences donc, de la nomophobie? Il faut établir des limites, hein, et faire preuve d'autorité. Bon, fixer des places d'usage du téléphone en fonction de l'heure. Donc, vous voyez, de l'activité ou de l'environnement. Pratiquer des périodes sans téléphone.
D'accord? Et contrairement à ce que l'on croit, on ne va pas attraper la scarlatine, hein. Utiliser des outils qui ont été conçus pour rationaliser l'usage du téléphone, hein. On a parlé des filtres et des lunettes. Faire de l'entourage un allié et donc s'ouvrir à son entourage et ne pas s'isoler encore plus. Résister à la pression et ne pas donner de smartphone à un enfant à un âge raisonnable. Je pense que 12 ans, c'est le minimum, hein. C'est le minimum, on me dirait, mes enfants sont grands, hein, mais je ne suis pas certain que j'aurais réussi donc à imposer cette chose-là, parce que comme on le disait tout à l'heure, ils vont passer pour des abrutis auprès de leurs petits camarades, hein. Bon. Résister donc à la pression. Et vous savez, dans ces domaines, on a également le droit d'avoir un peu de courage, hein. Mais, alors, il faut être très vigilant pour ce qui va se passer demain. Attention aux casques, aux puces internes, aux montres, aux smartphones qui sont hyper intrusifs et qui vont augmenter encore les risques de nomophobie, les risques de dépendance, d'addiction donc au numérique. Alors, on pourrait par exemple tout à fait se faire aider par des thérapies comportementales, alors ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qui prennent en charge la souffrance psychique, qui peut être, ça peut être une bonne solution, qui peut donc découler de l'usage anormal de ces équipements donc numériques. Elles sont très connues, hein, ces fameuses TCC. Et en tout cas, les médecins les connaissent bien, hein, et on pourrait les préconiser dans le cas donc, de troubles psychologiques variés. Vous voyez. Donc, il y a des choses à faire, hein, il y a vraiment des choses à faire, mais il faut vraiment prendre conscience que on est en train de préparer des malades mentaux. Mais c'est ça qu'il faut se dire. Et ce ne sont pas des progrès, ce sont des évolutions voulues par des fournisseurs. Et ce ne sont pas donc des progrès. Et il faut résister donc à ça. Bon, comme d'habitude, vous trouvez ici donc les prochains webinaires que nous allons donc animer donc prochainement. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur un sujet dont on parle énormément donc maintenant. C'est, si vous avez bien compris donc mon propos, c'est la folie comportementale. Il suffit de regarder certaines personnes, ce sont des grands malades, hein. Vraiment, mais c'était effroyable. On appelle ça la nomophobie. Il faut vraiment prendre conscience aujourd'hui, mais pas seulement dans les grandes entreprises, également dans les petites, et faire attention à ça, limiter l'usage, des plages donc, d'utilisation. Enfin, bon sang, comme je l'ai dit il y a un instant, il faut quand même faire un preuve de courage et un tout petit peu de réflexion. On va avoir la réflexion sur ce qui va se passer demain, parce que alors, demain, ça va être absolument catastrophique avec l'arrivée de tous ces, on va dire, tous ces éléments numériques qui vont interagir entre eux et entre autres avec mon téléphone. Ça va être absolument dramatique. Donc, il est temps, chers amis, de se préoccuper de ce sujet. J'espère en tout cas donc vous avoir convaincu sur ce point.